Introducing Oakley Meta Vanguard, the new performance AI glasses designed for athletes with an action-ready ultra-wide camera, powerful open-ear speakers, and built-in Meta AI that syncs with your Garmin devices for real-time insights while you train. Take your performance to the next level with Oakley Meta Vanguard. Athletic intelligence is here. Learn more on meta.com. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce Lucarne Américaine numéro 24, un numéro particulier parce que pour une fois, pas réalisé en direct. Je rappelle que Lucarne Américaine c'est tous les lundis soirs à 22 h, normalement, sauf imprévu comme ce fut le cas hier, d'où cette émission particulière, réalisée plutôt à froid, en off, toute seule, dans son coin, sans la participation des gens dans le chat, mais avec toujours l'objectif de vous partager et de vous permettre de faire ce tour des Amériques pendant 1 heure et demie. Pour cela, vous en avez désormais l'habitude, 2 axes. Dans un premier temps, on va faire un petit peu le tour de quelques nouvelles venues du continent, et ensuite, on ira sur un dossier qui cette semaine va nous emmener en Argentine, où l'on va évoquer le retour des idoles et voir aussi à quoi ça correspond et ce que cela dit du football argentin. Voici donc les thèmes de la semaine. On va commencer dans un instant. Le temps pour moi de vous rappeler que si vous voulez nous soutenir, vous pouvez le faire en nous suivant sur les différents canaux de diffusion de Lucarne Opposée, la chaîne Twitch, et vous pouvez venir vivre avec nous cette émission habituellement, mais aussi les lives que l'on réalise, mais aussi sur les différentes plateformes de podcast sur lesquelles vous écoutez cette émission ou sur notre chaîne YouTube. Voilà, tout le monde est confortablement installé. Eh bien, on va y aller tout de suite, sans perdre plus de temps. On débute avec les news de la semaine. Et pour débuter ces news de la semaine, on va aller là où on était. Samedi soir, si vous étiez avec nous, vous avez vécu cette folle soirée de Decision Day en MLS, puisque ça y est, c'est fait. Désormais, on connaît les 18 qualifiés pour les playoffs, 9 par conférence, à l'issue d'une dernière journée forcément riche en émotions. Alors du côté de l'Est, on connaissait les 7 qualifiés, on savait, et les 9 qualifiés, on savait qui allait disputer les playoffs. On ne connaissait juste pas l'ordre qui allait déterminer donc forcément les affiches d'une part, mais aussi déterminer ce qu'il va se passer dès le milieu de semaine. Pour rappel, les playoffs en MLS sont organisés en 2 temps. Dans un premier temps, le 8e affronte le 9e de la conférence dans ce que l'on appelle un play-in, et le vainqueur de ce match-là, match sec, affrontera la meilleure équipe de la conférence pour véritablement lancer les playoffs. L'un des enjeux de la dernière journée à l'Est, c'était de savoir qui allait être le 8e, qui allait être le 9e, et de fait, par ricochet, qui allait terminer dans le top 7 et éviter ce barrage. Et celui qui évite le top 7, c'est Columbus qui réalise la belle affaire de la journée, cette Decision Day, en prenant la 7e place sur le fil et donc laissant Chicago et Orlando à ses 8e et 9e places. Ce sont donc Chicago et Orlando qui vont s'affronter. Ça sera dans la nuit de mercredi à jeudi à 2h30 pour cette place en play-off. Pour le reste, dans cette conférence, on connaissait à peu près les autres membres du casting, les affiches de ces playoffs dans la conférence Est. Philadelphie donc affrontera le vainqueur de Chicago ou Orlando. Philadelphie, meilleure équipe de la saison régulière et meilleure équipe donc forcément de la conférence. Charlotte, qui a terminé 4e, affrontera le 5e New York City. Les vainqueurs de ces 2 matchs-là, donc Philadelphie et Charlotte, New York City, s'affronteront ensuite en demi-finale de conférence. De l'autre côté, l'Inter Miami, qui s'est imposé largement à Nashville, va retrouver Nashville le week-end prochain. Ils ouvriront même les playoffs lors de ce match-là. L'Inter Miami, 3e, accueillera Nashville, 6e. Et on aura une affiche absolument exceptionnelle ce week-end. Cincinnati, 2e de la conférence, accueillera Columbus. C'est le derby de l'Ohio, c'est Hell is Real. Ce sont des matchs toujours exceptionnellement fous. Donc, c'est ce que l'on aura d'entrée de play-off dans cette conférence. Du côté de l'Ouest, il y avait beaucoup plus d'enjeux sur la dernière journée parce que 4 équipes se battaient pour les 2 dernières places. Et aussi, il y avait des enjeux pour savoir qui allait finir premier et qui également allait terminer dans le top 7. Et on avait 2 matchs croisés. Vancouver accueillait Dallas, Portland accueillait San Diego. Double enjeu.
le top 7 et la place de leader de la conférence. Et à ce petit jeu-là, c'est San Diego qui en est sorti vainqueur. San Diego s'impose largement à Portland, ship la première place de la conférence à Vancouver. Vancouver qui s'incline chez lui face à Dallas. Conséquence, Dallas sort du top 9, entre dans le top 7 plutôt, et évite donc ce tour de barrage. C'est Portland qui va s'y retrouver, et Portland jouera contre le Real Salt Lake. Les affiches des playoffs de la conférence Ouest. Le leader San Diego donc attend de savoir qui il affrontera entre Portland et le Real Salt Lake. Le second de la conférence Vancouver accueillera Dallas, qui l'a battu ce week-end, et le LA Galaxy accueillera Austin. Le vainqueur de Vancouver-Dallas affrontera le vainqueur de LAFC, Austin. Les Galaxy, le champion en titre a été éliminé. Et de l'autre côté, Minnesota accueillera Seattle. Le vainqueur affrontera ensuite en demi-finale de conférence le vainqueur de San Diego face à Portland ou le Real Salt Lake. Petite précision, début des playoffs d'abord. Le week-end prochain, le match d'ouverture, ça sera samedi à 2h du matin, Miami contre Nashville. La suite, ça sera donc à partir du dimanche soir, avec donc Philadelphie et les autres rencontres. Je ne pense pas qu'on puisse faire un live sur les premiers matchs du week-end. Peut-être le Miami-Nashville en ouverture, mais c'est pas sûr. Je vous invite quand même à nous suivre sur les réseaux sociaux et sur le Discord. J'informerai si je peux faire des lives. Ce qui est certain, c'est que ceux de samedi soir et de dimanche soir, je ne pourrai pas. Mais peut-être que celui de la nuit de vendredi à samedi, je le pourrai. Une précision importante, essentielle même, si vous voulez suivre les playoffs MLS, si vous êtes abonné à Apple TV. Apple TV simple, pas Apple TV+, ou des choses comme ça. Si vous êtes abonné à Apple TV, toute la fin de saison de la MLS vous est offerte. Pas besoin de souscrire au MLS Season Pass, vous allez pouvoir suivre les playoffs dans l'intégralité si vous êtes abonné à Apple TV. Si vous ne l'êtes pas et que vous voulez prendre le MLS Season Pass, il est moins cher, mais si vous avez un compte Apple TV et que vous êtes abonné à cette plateforme, vous pourrez suivre l'ensemble des rencontres des playoffs de MLS. Donc vous allez aussi pouvoir découvrir, si vous n'avez jamais vu des matchs, découvrir des véritables matchs en jeu en MLS. Sachez aussi que par ces petits jeux de fin de saison régulière, on connaît aussi les qualifiés de la MLS qui participeront à la prochaine Ligue des Champions de la CONCACAF. Alors on connaissait Seattle qui a remporté la Leagues Cup, Miami qui était en finale, le Galaxy qui avait remporté le match pour la 3e place, on connaissait Nashville qui s'était imposé en remportant la Coupe des États-Unis, on connaissait Philadelphie aussi qui avait remporté le trophée de la phase régulière, le Supporters Shield, ce que Gianni pense être le titre MLS. Maintenant, on a 3 nouvelles équipes qui ont rejoint, 3 nouvelles équipes de MLS qui ont rejoint ce casting des membres de la MLS en Champions Cup. Il s'agit de Vancouver, de Cincinnati et de San Diego, 3 équipes qui suivent Philadelphie au classement de la saison régulière. Il restera une place à accorder, ça sera, vous l'avez deviné, pour le vrai champion MLS. Ceci a des conséquences, la qualification notamment de Vancouver via la MLS, c'est qu'elle ouvre une autre qualification canadienne pour la CONCACAF Champions, celle du Vancouver FC qui avait perdu en finale face aux Whitecaps. Et donc le Vancouver FC se retrouve en Ligue des Champions de la CONCACAF et il est rejoint par une autre équipe canadienne qui a remporté la saison régulière de Cannes Premier League, qui est le Forge FC. On a pratiquement le casting, il ne reste plus que 7 équipes à déterminer pour la future Champions Cup. Si vous avez les images, vous voyez quels sont les qualifiés mexicains. Je vais vous les citer: l'América, les Rayados, Toluca, Cruz Azul, Tigres et les Pumas notamment. Il reste des qualifiés à déterminer via la Coupe des Caraïbes et via la Coupe centro-américaine, qui sont les équivalents de ces zones-là de la Leagues Cup que vous avez suivi l'été dernier. On parle de compétition continentale. Brièvement, on va parler de ce qu'il se passe au sud, notamment chez les féminines, puisque la Copa Libertadores féminine a eu son dénouement ce week-end, et c'est le Corinthians qui s'est imposé en finale face au Deportivo Cali. Victoire encore au tir au but. Il y a une vraie malédiction des tirs au but pour les clubs colombiens. Sachez que c'est le 6e titre du Corinthians, le 3e de rang, le 5e en 7 éditions. Le Corinthians écrase la Libertadores féminine, et le Brésil, plus généralement, écrase la Libertadores, puisque c'est le 16e titre du Brésil en 19 éditions de Copa Libertadores féminine. Sachez que le dernier champion de cette compétition non brésilien, c'est l'Atlético Huila, c'était en 2018. On était chez les filles, on va passer chez les hommes, puisque chez les hommes, cette semaine, ce sont les demi-finales des Sudamericana et de la Libertadores. C'est donc cette semaine, ça va démarrer dans la nuit de mardi
à mercredi à 2h30, c'est la Sudamericana qui ouvre la semaine avec le choc entre Independiente del Valle et l'Atlético Mineiro, là où elle accueillera Lanús vendredi à minuit, ça c'est pour la partie Sudamericana, et pour la partie Libertadores, 2 affiches, Flamengo accueille Racing, c'est dans la nuit de dans la nuit de mercredi à jeudi à 2h30, le lendemain, la LDU accueillera Palmeiras. Est-ce que l'on évitera le Flamengo-Palmeiras en finale, qui était l'affiche du week-end dans le Brasileiran? À voir, un élément de réponse cette semaine avec les matchs allés. Là aussi, on va voir si on peut s'organiser quelques rencontres, quelques lives. Compétition internationale avec la Coupe du Monde 2026 qui aura lieu aux Amériques, vous vous en rappelez, États-Unis, Mexique et Canada, les 3 pays organisateurs. Cette semaine, on va pas parler de politique, on va pas parler de ballon, on va parler de football, puisque l'on a eu de nouveaux qualifiés pour la Coupe du Monde, et notamment sur la zone Afrique, puisque on connaît quasiment tout le casting africain, il n'en manque plus qu'un. Je vais vous les citer, même si on est dans lucarne américaine, on parle pas forcément d'Afrique. On connaissait Maroc, Tunisie, Égypte, Algérie, le Ghana, le Cap-Vert, l'Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire et le Sénégal ont rejoint. Sachez qu'en Asie, le Qatar et l'Arabie Saoudite ont aussi rejoint, vous avez pu le lire sur Lucarne Opposée. Il reste donc maintenant les barrages continentaux et les places de CONCACAF, plus ou moins à déterminer, et quelques barrages continentaux qui vont donc ne concerner qu'un seul pays africain, et pour cela, on va se battre entre les 4 meilleurs seconds des groupes de l'Afrique. Sachez que les 2 affiches sont Nigeria-Gabon d'un côté, Cameroun-RDC de l'autre. Les vainqueurs de ces matchs-là s'affrontent en finale pour la place de barragistes. Ça aura lieu les 13 et 16 novembre. Prochaine donc date FIFA concrètement. Pendant ce temps, en Asie, les Émirats Arabes Unis affronteront l'Irak en match aller-retour les 13 et 18 novembre. Là aussi pour déterminer la place de l'Asiatique. Les vainqueurs seront donc dans le barrage intercontinental où ils rejoindront la Bolivie et la Nouvelle-Calédonie, et où ils seront rejoints aussi, et on le saura après la session de novembre, les 2 membres de la CONCACAF. Il reste 2 journées à disputer, on est dans le dernier tour, 3 groupes de 4, on l'a déjà expliqué dans des précédentes émissions. Après 3 journées de disputer dans ces 4 journées, pardon, puisqu'il reste 2 journées de disputer, c'est extrêmement serré dans les 3 groupes. Dans le groupe A, le Suriname a résisté à Panama et reste co-leader avec l'équipe panaméenne, mais vous voyez c'est extrêmement ouvert puisque le Guatemala n'est qu'à 1 point et le Salvador n'est qu'à 3 points, il reste 2 journées donc je le rappelle. Dans le groupe B, la Jamaïque a réussi à profiter du faux pas de Curaçao qui s'était imposé lors de la journée d'avant face aux Reggae Boys pour reprendre sa première place. La Jamaïque en tête avec 9 points et donc son destin en main. Il y a un Jamaïque-Curaçao qui arrive en 5e journée qui sera le match décisif probablement pour la qualification directe. Trinidad et Tobago n'est qu'à 3 points de Curaçao. Les Bermudes, elles, sont déjà éliminées, on s'en doutait. Et dans le groupe C, le Honduras est toujours en tête avec 8 points devant, après sa large victoire face à Haïti. Le Costa Rica suit avec 6 points. Haïti est donc encore à portée de tir pour le Costa Rica, n'est qu'à 1 point. Je rappelle donc que les premiers se qualifient directement, ça fera 3 places. Et 2 des 3 meilleurs seconds seront les barragistes continentaux. Si l'on arrêtait maintenant les éliminatoires, ces 2 qualifiés seraient Curaçao et le Costa Rica. On va attendre le mois de novembre pour voir qui y sera. Voilà pour les éliminatoires à la Coupe du Monde. Le verdict va bien avancer en novembre. Je rappelle, dernière petite précision, que le barrage intercontinental aura lieu au Mexique, à Monterrey et à Guadalajara. Ça sera sur la session FIFA du mois de mars. Voilà, on est complet. Dernière petite information. J'en avais parlé en live, mais il me semblait important de l'évoquer aussi dans l'émission, notamment après ce formidable hommage qui a eu lieu encore ce week-end au Gigante d'Arrochito à Rosario, en amont de la rencontre de Rosario Central, le décès de Miguel Ángel Russo, qui s'est éteint à l'âge de 69 ans après une longue lutte contre la maladie, selon les termes. On va donc prendre un petit instant quand même pour évoquer un homme qui va laisser clairement une trace dans l'histoire du football argentin, vraiment dans l'histoire du football local argentin. Miguel Ángel Russo n'a jamais entraîné la sélection nationale parce que c'était un homme de club. D'abord en tant que joueur, il a été l'homme d'un seul club en tant que joueur, Estudiantes de La Plata, avec qui il a disputé l'ensemble de sa carrière. Très
13 ans de carrière, plus de 420 matchs avec les Pincharatas. Il a été international à 17 reprises, il a failli même être membre de la délégation du groupe qui s'est rendu au Mexique en 1986. Il n'est pas revenu à temps d'une blessure, il n'était pas encore estimé assez près par le sélectionneur de l'époque, Carlos Bilardo qui était son entraîneur Estudiantes avec qui il a été champion d'ailleurs en 1982 aux côtés d'un autre héritier de Bilardo, un homme qui s'appelait, puisqu'il est aussi décédé, Alejandro Sabella, et que vous connaissez puisque lui pour le coup a été sélectionneur de l'Argentine. Alors vous connaissez donc pas forcément le parcours de joueur de Miguel Ángel Russo, je le disais, mais surtout son parcours d'entraîneur, et il était le peut-être dernier héritier de Carlos Bilardo, de ce que l'on appelle en Argentine le bilardisme, qui est plus trop dans l'air du temps. Il y a eu toutes les années 80-90 qui ont été la guerre entre le ménotisme et le bilardisme. Bielsa est arrivé pour bousculer un petit peu tout cela, et aujourd'hui on ne parle plus vraiment de ménotistes et de bilardistes. Bref, Miguel Ángel Russo était un bilardiste, c'était son mentor, c'était son père spirituel, et si il n'a connu qu'un seul club en tant que joueur, Miguel Ángel Russo, lui par contre, a connu 16 clubs en tant qu'entraîneur, un petit peu partout dans le monde. Il a été à Lanús 2 fois, Estudiantes 2 fois, Salamanca en Espagne, Colón, Los Andes, Morelia au Mexique, Vélez, Millonarios en Colombie, Alianza Lima au Pérou, Cerro Porteño au Paraguay. Il a entraîné San Lorenzo, Al Nasser, la U de Chile, qu'il a emmené en demi-finale de la Libertadores. Il a aussi entraîné Racing, mais il a surtout laissé 2 marques indélébiles, et c'est aussi là où les plus grands hommages ont eu lieu. C'était forcément à Boca, et c'était forcément à Central. Central, il l'a coaché à 5 reprises. Il a conclu son dernier cycle avec Central par un titre de champion en 2023, et surtout s'il est vénéré aussi par les supporters de Rosario Central, c'est parce que Miguel Ángel Russo n'a jamais perdu le moindre classico. Il en a disputé 12, il en a gagné 7 pour 5 matchs nuls. Boca, c'était sa deuxième maison. Avec Boca, il a remporté la Superliga en 2019, la Copa Maradona en 2020, la Copa Argentina en 2021, mais surtout, s'il reste dans l'histoire, c'est parce qu'il a remporté la Libertadores 2007 avec Juan Román Riquelme. Il y avait une relation quasi père-fils entre Miguel Ángel Russo et Juan Román Riquelme. Riquelme l'a fait revenir à Boca en tant qu'entraîneur. Et donc voilà, on retient forcément ces quelques titres avec Boca, ces passages, ces moments de légende avec Boca, le fait qu'il ait sauvé des clubs, qui leur a permis de remonter dans l'élite, les trophées avec Rosario Central. Mais ce que l'on retient de Miguel Ángel Russo, c'était ce côté particulier, cette relation particulière qu'il nouait avec ses joueurs, et surtout, comme je le disais, le fait qu'il était le dernier héritier du bilardisme, et donc le dernier symbole d'une époque du football argentin, celui des années 80 et 90. Sachez que, et vous l'avez vu peut-être si vous suivez un petit peu le football argentin, si vous voulez mesurer à quel point cet homme a marqué les esprits et donc l'histoire du championnat local et du football argentin, il suffit de voir l'unanimité des hommages qui ont été rendus. Je parlais à Boca, je parlais à Central. Regardez par exemple comment il a été applaudi et respecté, très fortement respecté par les supporters de River Plate lorsqu'un hommage lui a été aussi rendu au Monumental River, l'ennemi de Boca. Ça en dit long donc sur ce qu'était Miguel Ángel Russo, décédé donc à 69 ans. On était sur une news un petit peu plus triste. On va quand même prendre un peu le temps d'avoir une dernière news très positive et une initiative absolument exceptionnelle qui s'est tenue au Chili ce week-end, à l'occasion notamment de la rencontre qui opposait Coquimbo Unido à Colo-Colo. Coquimbo Unido va probablement être champion du Chili, c'est une histoire incroyable, on en parlera bientôt, mais ce qu'il faut retenir du match face à Colo-Colo, ce n'est pas seulement la victoire des Piratas de Coquimbo Unido, c'est cette scène que vous voyez si vous êtes sur la vidéo, et si vous nous écoutez en podcast, je vous invite véritablement à aller sur la vidéo, cette scène où l'arbitre de la rencontre stoppe le jeu pour demander l'intervention de l'assistance vidéo. Il va donc vers son écran, et que se passe-t-il à ce moment-là? Un clip est lancé, un clip de prévention, un clip plutôt d'appel pour enjoindre les femmes à aller passer des détections, des dépistages de cancer du sein, des mammographies, parce qu'on est dans la période d'Octobre Rose, cette mois mondial de lutte contre le cancer du sein et de prévention surtout contre le cancer du sein, pour inviter les femmes à aller se faire dépister le plus tôt possible. Je rappelle que plus tôt c'est dépisté, plus on a de chances de guérir. Apparemment 9 cas sur 10 traités en amont sont guéris.
Et donc, ils se sont servis au Chili du VAR pour, avec un jeu de mots, salvar, c'était le nom de la campagne, salvar, qui veut dire sauver en espagnol. Ce clip qui explique que une femme sur 8 de la région de Coquimbo, puisqu'on était sur Coquimbo, Colo Colo, va être dans sa vie touchée par un cancer du sein. Chaque jour, 16 femmes au Chili sont dépistées pour avoir un cancer du sein, ont un cancer du sein. C'est la première cause de mortalité au Chili. Il y a donc cette forte campagne qui a été mise en place. Ce clip a été diffusé donc pendant le match, pendant que en gros, comme si l'on revisionnait la vidéo importante du match. Et quand l'arbitre est revenu sur le terrain, il a donc donné sa décision. Et sa décision, c'était d'enjoindre les femmes à s'inscrire sur un portail chilien pour aller passer des mammographies, une mammographie gratuite. Voilà, c'est une très très belle initiative, forcément, qui entre dans le cadre d'Octobre Rose, mais c'est une initiative qu'il fallait souligner, saluer, et surtout en parler de cette initiative-là. Et c'est sur cette initiative qu'on va donc conclure les news de la semaine, et donc on va pouvoir passer au dossier. Un dossier qui va être consacré à ce que l'on va appeler le retour des idoles. Alors, de manière générale, et on va essayer d'analyser un petit peu ce phénomène. On va surtout profiter des événements et de ce qu'il s'est passé dans les derniers mois, parce qu'avec tous les événements de l'été, les émissions qui ont sauté, etc., je n'avais pas eu véritablement le temps d'évoquer ce retour, parce que c'est un retour qui compte en Argentine, forcément, cette formidable histoire. Vous l'avez vu passer partout sur les réseaux sociaux, vous l'avez vu absolument partout ailleurs. C'est évidemment le retour d'Andrés Di María à Rosario Central. Alors on va le faire maintenant, évoquer le retour d'Angelito dans son club de cœur. Vous voyez passer le clip si vous êtes sur la vidéo. On va le faire aussi parce que on va profiter du fait que ça fonctionne très très bien pour Rosario Central. 4 victoires consécutives en championnat. Seule équipe invaincue du championnat, encore à l'heure actuelle. Mais leader de la table annuelle est donc bien parti pour se qualifier pour la prochaine Copa Libertadores. Et donc je le disais, on va profiter, on va évoquer forcément le retour d'Andrés Di María au pays. Mais on va surtout s'intéresser à cette spécialité argentine qui consiste à voir ce retour aux sources, comment les idoles reviennent systématiquement dans leur club, pourquoi elles y reviennent, ce que cela dit du football argentin et surtout comment ça se passe généralement quand une grande idole revient. Alors justement, petite précision, on va pas citer toutes les idoles qui reviennent, chaque club a ses icônes, chaque club a ses joueurs phares qui ont marqué une époque. On va se concentrer juste sur ceux que vous connaissez tous, le plus grand public, des joueurs qui ont marqué l'histoire mondiale du football, en brillant en Europe, en brillant en sélection, des choses comme ça. On va pas faire un listing complet parce que vous comprendriez que sinon on va y passer des heures. Je vais pas vous ramener dans les années 50, 60, 70, 80. On va juste se focaliser sur les 20 dernières années, un peu moins des 20 dernières années, pour prendre quelques exemples et pour que vous voyez comment ça se passe dans ces cas-là. Mais aussi, ce dossier, c'est évidemment, forcément, l'occasion de parler de cet homme, Andrés Di María, qui est une véritable légende en Argentine. Je l'ai déjà évoqué dans certains lives, mais j'insiste. Quand on fera le bilan de l'ère, on va dire l'ère 2005-2025 ou 2026 si on la boucle avec la Coupe du Monde qui arrive l'année prochaine, ça restera sans aucun doute en Argentine l'ère de Messi et de Di María, parce que les deux sont complètement indissociables. D'ailleurs, l'histoire est assez exceptionnelle parce que les deux sont profondément amis. L'un est de Central, l'autre est de Newell's. Les deux sont de Rosario et les deux sont de deux clubs qui se détestent farouchement. Et les matchs et les supporters entre les deux clubs font plus que se détester. Parfois, ça dérape, souvent ça dérape très très fortement. Donc c'est aussi cela, cette belle histoire, et c'est aussi pour cela que c'est important de lier ces deux garçons dans cette ère sur les 20 dernières années. Ils ont tout gagné avec l'Albi Céleste, les Coupes du Monde du 20, Messi 2005, Di María 2007, les Jeux Olympiques en 2008, la Copa América, la Coupe du Monde. Ils étaient ensemble à chaque fois. Bref, brièvement pour parler d'Andrés Di María, vous le savez, c'est un vrai Rosarino. Il a grandi dans la zone nord de la ville. Son papa a failli être professionnel. Il était soi-disant proche de River Plate avant qu'une grande blessure le fasse arrêter sa carrière, et il tenait alors une entreprise de vente de charbon de bois. Andrés Di María l'a même aidé dans l'entreprise jusqu'à ce qu'il devienne professionnel.
apporter des sacs de charbon. Vous connaissez probablement l'histoire de la jeunesse d'André Di Maria, cet enfant hyperactif, diagnostiqué hyperactif, et à qui un médecin conseille à sa maman de l'inscrire au foot. Il l'inscrit au foot, et c'est là que la vie d'André Di Maria change, puisqu'un jour il brille face à Rosario Central, et il est détecté par André Tulio Zoff, qui est une légende du club de Rosario Central. C'est l'entraîneur le plus titré, le plus victorieux dans l'histoire du club, celui qui a dirigé le plus grand nombre de matchs dans l'histoire du club. C'est lui qui le voit et qui le détecte notamment lors d'un match quand il avait 6 ans face à Rosario Central, et André Tulio Zoff a lancé d'autres hommes comme Juan Antonio Pizzi, José Chamot ou Marco Ruben, ça vous parle probablement. Voilà. C'est lui qui le détecte, c'est lui qui le fait venir à Rosario Central. On connaît un peu la suite. Ce garçon un petit peu frêle qui joue pas tout le temps dans les équipes de jeunes, à qui son père à 16 ans lui dit « Bon écoute, c'est ta dernière année où soit tu joues, soit garçon, tu as 2 possibilités, tu retournes à l'école ou tu viens travailler avec moi ». Forcément, ça tombe au bon moment parce qu'à 17 ans, il est promu en équipe première. Je rappelle, son physique frêle, c'est ce qui lui a valu son surnom, El Fideo. Le Fideo, c'est la nouille, le vermicelle, donc ça vous donne un peu l'idée. Et c'est donc à 17 ans qu'il est promu dans l'équipe première. Il est lancé face à Independiente lors de la dernière journée de l'Apertura 2005, mais surtout il va progressivement grandir au sein du club, et l'année 2007 est l'année du tournant, celle où il explose véritablement, d'abord en club où il est titulaire, mais aussi forcément lors de cette fameuse Coupe du Monde du Vin. On a parlé des Coupes du Monde du Vin et de l'importance pour les carrières des joueurs. André Di Maria brille lors de cette Coupe du Monde U20, et c'est là qu'il est alors repéré et transféré du côté de Benfica. Il y aura ensuite sa carrière européenne. Je vous laisse la lire, elle est disponible sur Lucarno Posé, la carrière européenne d'André Di Maria. Je vous mettrai le lien de l'article. Et donc, il a fallu attendre 18 ans pour voir André Di Maria revenir dans son club de cœur, Rosario Central, pour boucler la boucle. Et donc, finir d'écrire le dernier chapitre de cette incroyable histoire, celle d'un gamin de 7 ans qui a grandi au club, est devenu pro au club, a toujours été identifié au club avec qui il a été champion du monde du vin, a brillé en Europe, a été brillé sur le toit du monde, décrocher des titres que l'Argentine attendait depuis 30 ans, et donc revient à la maison. Il y a eu cette fameuse vidéo de présentation que vous voyez dérouler si vous êtes sur la vidéo, avec forcément cette histoire de la bicyclette qui était le moyen de locomotion de sa maman, celui par lequel sa mère l'emmenait partout avec sa sœur. Di Maria était à l'arrière, sa sœur était dans le panier à l'avant, avec les sacs de sport. Sa maman faisait tout Rosario à bicyclette pour emmener son fils à l'entraînement. C'est aussi cela, André Di Maria, ce côté émotion, ce côté histoire du peuple, il le représente à merveille. Petite anecdote, je l'ai déjà raconté, mais quand vous allez en Argentine, Di Maria fait véritablement l'unanimité, a toujours fait l'unanimité et émeut profondément les gens. Quand il pleure sur un terrain, les gens devant les images pleurent avec lui. Il y a une relation émotionnelle entre André Di Maria et le peuple argentin. Donc, quand même, au-delà de l'émotion, il y a aussi le terrain, parce que c'est pas forcément un critère pour rendre hommage ou respecter une idole, pas forcément que les résultats, mais forcément les histoires, elles finissent toujours bien quand elles sont écrites dans le bon sens. Et pour Di Maria, je le disais, Di Maria marque dès son premier match, il marque même lors des 2 premiers matchs de Rosario Central. Il marque le seul but de la victoire lors du Classico face à Newell's, c'est un coup franc absolument extraordinaire, il met un corner direct face à Boca, mais surtout, je le disais, il a disputé 12 matchs avec Rosario Central depuis son retour, il n'en a pas perdu un seul, il a marqué 5 buts et délivré 2 passes décisives. Rosario Central n'a toujours pas perdu avec André Di Maria. Un ange veille sur les canallas de Rosario Central, et donc je le disais, Rosario avec lui a pris la tête de la table générale, en passe de se qualifier pour la prochaine Libertadores, avant même de savoir s'il va remporter le tournoi ou pas. Et donc le club revit, même s'il allait mieux déjà, avant que Di Maria ne revienne. Je le disais donc, on est sur une belle histoire, la belle conclusion de l'enfant du club qui termine et vient s'offrir un dernier tour d'honneur, une dernière joie avec son club de cœur, et on va se poser justement la question de savoir si, justement, dans ces très grandes icônes, dans ces joueurs qui ont marqué l'histoire du pays, connu une carrière mondialement connue et reconnue, est-ce que ça a toujours fonctionné ainsi ? En fait, oui, parce que c'est aussi la spécificité de l'Argentine, et je vais vous le montrer à travers quelques exemples, et comme je le disais, on va pas remonter aux années 50, aux années 60, 70, 80, on va rester là, dans les 20 dernières années, et je vais vous montrer 3 exemples, parce que vous allez voir que il y a la conclusion du chapitre de joueurs qui s'écrit, et que généralement, il y a des lendemains sur des joueurs de ces calibres-là. Le premier qu'on va prendre, c'est
en 2006 le retour de Juan Sebastián Verón, 31 ans, à Estudiantes. Juan Sebastián Verón, c'est un enfant d'Estudiantes, il est le fils de Juan Ramón Verón, qui a gagné 3 Libertadores, les 3 premières du club en 68, 69 et 70. Quand il revient, Juan Sebastián Verón, à 31 ans donc, ça lance une période glorieuse d'Estudiantes, vainqueur de l'Apertura 2006, de l'Apertura 2010, mais surtout entre les deux, de la Libertadores 2009. Et qu'est devenu Juan Sebastián Verón après avoir accroché les crampons en 2014 ? Eh bien, il est tout simplement devenu président du club. 5 mois après sa retraite, il a pris la présidence des Pinchas. C'est sous son mandat notamment que le club s'est offert son stade, son nouveau stade, le Uno. Il est donc toujours président de Estudiantes. Deuxième exemple, un autre exemple que vous connaissez, l'année suivante, on disait, Verón arrive en 2006, l'année suivante, 2007, je l'ai évoqué tout à l'heure dans les news, Juan Román Riquelme qui revient à Boca en prêt dans un premier temps, et c'est donc la fameuse année du récital de Juan Román Riquelme en Libertadores, notamment lors de la finale face à Gremio. Riquelme donc revient à Boca en 2007, reste à Boca jusqu'en 2014, avec une petite interruption, mais surtout, s'il reste jusqu'en 2014, c'est que lui, il va cumuler 2 retours d'idole. Riquelme était idole à Boca, il était l'héritier de Diego Maradona, mais il était aussi formé dans un club très particulier, là où Maradona a été formé. Ce club, c'est Argentinos, et quand le club descend en 2e division, Juan Román Riquelme décide de rejoindre Argentinos pour le faire remonter. Le club remonte immédiatement. Riquelme peut donc arrêter, mission accomplie. Il a permis à son club de retrouver l'élite et il va revenir à Boca. Et que va-t-il faire à Boca après sa carrière de joueur ? D'abord vice-président et ensuite, depuis 2023, on en avait parlé sur Lucarno Posé, il est devenu président de Boca Juniors. 2 joueurs, 2 icônes, 2 idoles, 2 membres de génération dorée, 2 membres de la sélection argentine qui ont brillé en sélection argentine, qui reviennent et qui deviennent présidents. Vous en voulez un troisième ? Diego Milito, 2014, il revient au pays en tant que star. Alors Diego Milito, c'est une histoire particulière, parce que lui est supporter et formé à Racing. Son frère Gabriel est supporter et formé à Independiente. D'ailleurs, Gabriel Milito est aussi revenu finir sa carrière de joueur du côté d'Independiente. Diego, lui, brille avec l'Inter, forcément, notamment, et il revient donc dans son club de cœur, son club qui n'est pas forcément bien, qu'il faut d'abord sauver, et il n'a qu'un rêve, le sauver et être champion. Mission accomplie également. Racing est champion en 2014, donc, premier titre pour Racing depuis l'Apertura 2001 qu'il avait gagné avec Diego Milito. 2 ans plus tard, Diego Milito raccroche véritablement les crampons, donc en 2016, et en décembre 2017, il est directeur sportif du club. Il va démissionner dans un temps de ce poste de directeur sportif. Pourquoi ? Parce que en décembre 2024, avec 60% des voix, il est élu président de Racing. Donc vous le voyez, il y a toujours cette notion, ce rapport, cet apport et ce rapport particulier entre les idoles, les grands joueurs qui en plus ont donné une vitrine mondiale, qui n'ont jamais aussi cessé de clamer leur amour pour leur club de cœur et qui finissent par revenir. Je ne cite pas d'autres parce qu'ils ne sont pas forcément revenus, mais il y a toujours ce lien avec les idoles. Je parle pas par exemple, mais le Kun Agüero qui a donné de l'argent pour financer le centre d'entraînement d'Independiente, il y a toujours cette attache très particulière des joueurs qui ont été formés, qui sont supporters et attachés à leur club. Alors, je cite pas tous les exemples, je vous ai dit que je ne vous ferai pas une liste. On peut citer notamment, rappelez-vous, River quand ils descendent, Fernando Cavenaghi qui revient en 2e division pour sauver le club et qui va finir par gagner la Libertadores avec River Plate. On pourrait parler d'Enzo Pérez qui est pas formé à River mais qui est formé à Deportivo Maipú, mais qui est son club de cœur et qui va y revenir, qui va y venir après son passage à Benfica, qui va même faire une pige à Estudiantes, qui est le club avec lequel il avait gagné aussi la Libertadores. C'est des exemples réussis, et des exemples surtout sur des lendemains, puisque vous le voyez, les grandes idoles dont j'ai citées sont devenues des dirigeants de leur club de cœur. J'en ai cité quelques-uns, je pourrais aussi citer par exemple Carlos Tevez, qui est revenu 2 fois à Boca pour décrocher 5 titres de champion et 2 Copa Argentina. Mais vous le voyez donc, en Argentine, il y a ce côté encore admiration et respect des idoles qui reviennent dans leur club, même si les résultats ne suivent pas. Et parfois, ça ne marche pas. On peut citer par exemple le cas de Pablo Aimar,
qui décide de revenir à River en décembre 2014, qui va se blesser à la cheville assez rapidement, va être opéré même de la cheville, et ne retrouve jamais véritablement sa condition physique. Il ne va disputer qu'un match, mais Pablo Aimar va donc décider d'arrêter sa carrière, estimant que physiquement, il ne peut pas, suivre, être au niveau requis pour être à River Plate. Et Pablo Aimar est extrêmement respecté à River Plate. L'image n'est pas entachée. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'image n'est jamais entachée. Alors je vous vois venir, vous, et la question m'est posée parfois dans le chat. On voit tous une idole de l'ère 2005-2025 qui voudrait, qui pourrait, qui devrait, je sais pas, choisissez le mot que vous voulez, revenir dans son club de cœur, un certain club qui s'appelle Newell's, forcément, on a évoqué tout à l'heure. C'est Lionel Messi. Alors je l'en avais évoqué dans certains lives, et quand la question m'était posée sur est-ce que Lionel Messi peut venir à Newell's terminer sa carrière, et j'ai retrouvé l'extrait. Je vais vous passer l'extrait d'une interview donnée sur TIC Sports par Lionel Messi. Nous sommes en 2019, il est encore à Barcelone, 2 ans avant qu'il parte au PSG, donc il est questionné justement sur la possibilité de son retour à Newell's. Écoutez sa réponse. Es una realidad, es algo que, como decía ahí, lo soñé de chiquito, pero también es una realidad que hoy tengo una familia, que tengo 3 hijos, que vivo en un lugar que me dio todo y que gracias a Dios estoy tranquilo y puedo darle un futuro a mi hijo espectacular y hoy pensamos mucho más eso que el deseo mío de poder jugar en el fútbol argentino, que bueno, siempre está ahí. Intentaré de convencer a la familia, porque hoy hay que convencer a los hijos también, porque claro. Thiago ya es grande y tiene sus amigos y cuando le tiro en joda de que no vamos para algún lado no le gusta nada. Estamos un mes en Argentina y ya quiere volver con sus amigos y claro. todo cada vez más difícil. Voilà. Les contraintes familiales, le fait de ne pas pouvoir emmener ses enfants et ne pas les faire vivre en Argentine, c'était une complexité pour lui. C'était une complexité pour lui de quitter Barcelone, et vous comprenez aussi pourquoi sa réaction a été compliquée quand il a dû quitter Barcelone, parce qu'effectivement, 2 ans plus tard, il arrivait au PSG. Aujourd'hui, il est à Miami, où il va prolonger pour 2 ans, c'est ce que dit toute la presse argentine. Tout paraît improbable, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais, parce que pour l'instant, il y a des contraintes, et peut-être que ces contraintes vont finir par être levées. On n'est pas à l'abri d'un Lionel Messi qui vient faire juste 6 mois, une pige de 6 mois à Newell's. On verra. Ce qui se passera à l'avenir. On ne peut jamais présager de rien. Son attachement à Newell's en tout cas est connu. Il n'est supporter que de Newell's quand la question lui est posée. Même quand on lui demande qui il préfère entre Boca et River, il répond toujours Newell's. Voilà, vous le saurez. Ce qu'il faut retenir de ce dossier et de ce passage, c'est que si ces retours ne sont pas toujours soldés par des titres ou par des performances exceptionnelles, même si c'est souvent quand même assez le cas, ils ont tous laissé quelque chose que l'argent ne peut pas acheter. Cette notion de loyauté, cette notion d'émotion et surtout cette notion d'appartenance et d'identité à un club, de représentation de l'identité d'un club. Et c'est aussi cela peut-être qui est important et qui est l'une des dernières choses véritablement sur laquelle l'Argentine est en avance sur tout le monde, ou qu'elle arrive à conserver en tout cas, c'est qu'à une époque où la carrière de footballeur semble dictée par les contrats, par les opportunités qui s'ouvrent, les retours aux sources montrent surtout que cette notion d'amour de maillot, d'appartenance à une communauté qu'est le club, compte encore. Revenir dans le club qui t'a vu naître, n'est pas seulement un acte symbolique pour ces joueurs-là, c'est une déclaration de principe, c'est comme cela, c'est normal, c'est un principe de base. Et c'est surtout quand même le signe que même au bout du chemin, le football argentin garde et sait garder, parce que c'est cela aussi, le football argentin sait garder, sait entretenir, sait respecter, sait partager l'histoire et les histoires de ses idoles, et c'est peut-être aussi pour cela que les clubs ont encore cette forte appartenance et que les supporters ont encore cette forte identification à leur club, quelles que soient les époques, quel que soit ce qu'il se passe en coulisses, et c'est peut-être aussi ce qui permet à l'Argentine et à son football local de conserver son âme. Voilà, et c'est sur donc ce dossier consacré aux idoles que l'on va clore cette émission particulière, je le disais, de Lucarne Américaine, épisode 24, qui n'a donc pas été réalisé en direct, mais que je souhaitais véritablement quand même vous enregistrer pour vous le partager
Je vous donne rendez-vous donc lundi prochain, 22h cette fois-ci. J'espère qu'il n'y aura pas de souci qui me privera de vous proposer l'émission. Lundi soir, 22h, épisode 25 de Lucarne Américaine. D'ici là, surveillez sur les différents réseaux sociaux pour savoir quel live on va faire sur Twitch. Rejoignez-nous sur Twitch, venez vivre les émissions en direct avec nous. Et sinon, merci à tous ceux qui nous soutiennent sur Twitch, en nous suivant, en prenant des abonnements, en faisant des dons. Merci à ceux qui nous soutiennent en s'abonnant sur la chaîne YouTube, en nous suivant et en s'abonnant sur les différentes plateformes de podcast, et en nous suivant sur les réseaux sociaux ou en rejoignant notre Discord. Je vous laisse ici. Rendez-vous donc lundi prochain, 22h, pour l'épisode 25 de Lucarne Américaine. Bonne semaine à tous.